On va commencer cette troisième partie. Donc, régulation, législation, éthique, 2 écueils à éviter, tout bloquer ou se laisser dépasser. On va commencer sur la question de la libération de l'innovation avec Thomas Fauré. Donc, Thomas Fauré est entrepreneur, fondateur et CEO de l'entreprise Waller, qui est un réseau social professionnel français, souverain. Il est également essayiste, auteur de Après Facebook, rebâtir. Il est donc start-upper et tous les jours, il peut se heurter au manque de soutien de l'État, à la concurrence déloyale étrangère, aux règles qui contraignent l'innovation. Donc, Monsieur Fauré, pour commencer cet entretien, est-ce que vous considérez aujourd'hui que le trop-plein de règles en France et en Europe freine l'innovation? Et est-ce que vous avez, en tant qu'entrepreneur, des exemples concrets? Je ne confonds pas le bien fondé de ce que peuvent être les régulations qui ont déjà été actées, comme le RGPD ou celles à venir, et leur obésité et l'effet de cette obésité. On régule en Europe l'espace numérique. En réalité, ce qu'on veut faire, c'est freiner ceux qui sont, les technologies étrangères, et pour ne pas les citer, les technologies américaines et les technologies asiatiques, on veut les freiner pour qu'elles, finalement, nous laissent de l'air. Ça, c'est l'intention probablement initiale. Mais en réalité, nous nous imposons ces mêmes règles. Et effectivement, j'aurais beaucoup à dire, par exemple, sur toute cette implémentation du RGPD qui est finalement, est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? La finalité, probablement, mais l'effet sur nos entreprises, c'est pas certain. En synthèse, moi, je pense que réguler, ce serait formidable si nous menions, pour équilibrer cela, une vraie politique de souveraineté numérique, pour faire clair, de souveraineté économique tout court d'ailleurs, et c'est malheureusement ce que je n'observe pas suffisamment. Et alors, on est très fort pour concevoir des lois, concevoir des concepts, nous les appliquer à nous-mêmes, et finalement, probablement aussi faire fuir, ou alors nous rendre compte, du fait que ces règlements, en réalité, ne sont pas véritablement applicables. Et en premier lieu, le RGPD, puisqu'on a un peu de recul dessus, très peu de sites, très peu d'applications le respectent à la lettre, et surtout pas les applications étrangères. J'imagine que vous pensez à Google Ads. Oui, Google Ads qui a été marqué du sceau de l'interdiction par la CNIL, mais ça aurait pu être n'importe quel outil. Et en réalité, quand on regarde, nombre des sites que vous fréquentez chaque jour, et parfois légitimement, en réalité font appel à des ressources qui sont non déclarées, c'est-à-dire non soumises au consentement. Vous savez, les petites pop-up que vous voyez, on ne peut pas tout déclarer. Quand on est éditeur d'un site, voilà, ça ferait des listes extraordinaires. Et pourquoi? Pour ne pas avoir à tracer l'adresse IP, etc. Bref, après, ça devient une discussion d'experts. Dans votre livre, donc, que j'ai cité, Rebâtir après Facebook, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Je voulais l'appeler Reconquérir, mais Éric Zemmour avait lancé son parti Reconquête, alors je me suis dit, je vais changer de verbe. Donc, vous avez écrit que si les responsables politiques tardent à s'opposer aux GAFAM, les entrepreneurs peuvent le faire. Créés par des entrepreneurs, les GAFAM doivent être combattus par des entrepreneurs. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est que être entrepreneur aujourd'hui, c'est aussi faire des choix souverains. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous, c'est ce que vous faites? Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, on peut faire des choix souverains en dehors de l'action des politiques, en fait? Oui, bien sûr, et je voudrais prendre un peu de recul dans cette réponse. Quand on dit les entrepreneurs des technologies peuvent évidemment aider à recouvrer une forme de souveraineté, en tout cas davantage de souveraineté, ce que je veux dire par là, c'est considérer que nous formons la nation, ou les nations de nos différentes nations, si vous voulez, et que la souveraineté, c'est écrit dans notre Constitution, en réalité, elle est dépositaire de la nation. Et la nation, j'emploie pas le terme citoyen que je trouve un peu galvaudé, mais ce que je pense, c'est que chacun d'entre nous
Si nous en avons les capacités, nous pouvons évidemment participer à l'établissement de notre pays et à son maintien, et en particulier évidemment dans le milieu de l'entreprise. Dieu merci, il existe des entrepreneurs, et nous avons, nous, entrepreneurs, une véritable mission, non seulement de pouvoir agir sur eh bien, le quotidien, le futur que nous léguons à nos enfants, et je rejoins en ce sens beaucoup de ce qui a été dit d'Olivier Rey, mais nous avons aussi le devoir de discuter avec nos politiques, et c'est ce que nous faisons parfois, d'éduquer parfois à ces questions techniques qui paraissent parfois insaisissables. Moi, je suis un grand défenseur de la simplification, quelque part. Parce que vous savez, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose simplement, ça veut dire qu'on n'y comprend rien. Et moi, je pense que toutes ces technos qui nous viennent aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas la magie. L'intelligence artificielle, elle n'est pas née depuis quelques semaines ou quelques mois avec ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est un mot marketing d'abord, qui évidemment, derrière lequel il y a des concepts qui avancent, qui évoluent, mais elle n'a rien de mystique. Et nous devons tous démystifier. Là aussi, je rejoins ce qui a été dit, parfois de part et d'autre, le rôle de l'éducation est extraordinairement important à l'échelle de cette avancée qui a quoi, 60, 70 ans, et si on recule encore depuis quelques peut-être décennies, le rôle de l'éducation est fondamental, et à titre personnel, à titre de parent aussi, moi je suis papa de 6 enfants, je fais les cours de technologie à la maison. Moi je regrette que cette matière qui était la technologie, on appelait ça comme ça dans les collèges français, soit quasiment vouée à disparaître, si j'ai bien compris, et surtout soit devenue ce qu'on en a vu, très peu d'heures, des choses inintéressantes, faire des porte-clés, etc. Non mais voilà. Alors moi je leur fais faire de la technologie, et c'est effectivement pas du TikTok, et en tant que papa, même si j'aime beaucoup la technologie et que mes enfants pratiquent ça, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas d'écran non contrôlé, ça c'est très important. Pour revenir à votre expérience d'entrepreneur, vous avez écrit que l'Europe produit d'excellents ingénieurs, la France en particulier. Il faut à la fois garder nos talents et attirer ceux du monde entier. J'imagine que comme tous les entrepreneurs, vous avez du mal aujourd'hui à recruter des data scientists, des spécialistes de l'intelligence artificielle. Pour vous, la raison principale de ce manque de spécialistes en France, alors qu'en fait on forme les meilleurs, comme Yann LeCun ou... Alors, c'est un peu la réponse dans la question, cher Aurélien. En réalité, je n'ai pas tant de mal que ça à recruter. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je ne recrute pas seulement. D'abord, je ne recrute pas tous les jours 100 personnes, vous voyez. Bon, ou alors, ça reste une PME. Et donc, on n'a pas. Mais effectivement, on est quand même sujet au recrutement. Et je ne recrute pas seulement les personnes d'abord sur leurs compétences. Je les recrute aussi sur la passion de leur pays et du projet que je mène. Alors ça, c'est un tout petit peu différent. Alors évidemment, j'essaye d'allier les deux, parce qu'il ne faudrait pas avoir que des illuminés dans une entreprise. Mais ce sujet, et ça c'est l'entrepreneur qui vous parle, ce sujet de mener les choses avec cœur et conviction, ça fait toute la différence. C'est ce qui a permis les plus beaux projets industriels. C'est ce qui a permis les plus belles avancées. C'est ce qui a permis que nous soyons le pays que nous sommes. Si nous ne faisions pas les choses avec passion, avec cœur, nous ne serions pas le pays que nous sommes. Donc il y a ce côté-là fait non seulement que j'arrive à recruter des gens par ailleurs qui ne me ressemblent pas tous, mais avec qui je partage ça, mais qui surtout ne partent pas du jour au lendemain. Un des drames probablement dans ces métiers du numérique et des technologies, plus du numérique d'ailleurs, c'est ce turnover formidable qui existe et qui malheureusement ne nous aide pas à bâtir avec des gens qui s'engagent. Et donc j'imagine, on vient de parler de l'exode des cerveaux, mais il y a aussi l'exode des entreprises. Dès qu'une entreprise passe la phase early, la phase de départ, ça devient difficile de créer, d'aller chercher de l'investissement en France, en Europe également. Donc souvent, les startups françaises partent
vers l'étranger. Est-ce que vous... Est-ce qu'il y a des solutions, selon vous, à cet exode des entreprises? Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous nous dites que vous avez fait un choix souverain, mais il y a aussi la vie de votre entreprise, la question économique. Et j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours de vouloir rester complètement français ou complètement européen. Oui, d'autant que Waller, sans vouloir m'étendre, c'est un projet qui, dès sa création, s'oppose en concurrence aux GAFA. C'est pour ça que j'ai écrit Rebâtir après Facebook, parce que pendant longtemps, c'était un réseau social sécurisé, puis c'est vraiment devenu, depuis 2020, une plateforme collaborative, et qui s'oppose frontalement à Microsoft Teams, qui, vous savez, déploie un entrisme aussi formidable. Et cet aspect des choses n'a pas simplifié, effectivement, la recherche de financement, qui est la croix et la bannière, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire que là où nous pourrions peut-être attendre le coup de pouce politique qui serait nécessaire pour peut-être soit attirer les fonds d'investissement, soit pour diriger des politiques industrielles claires sur nos entreprises qui souhaitent rester françaises, eh bien, c'est la croix et la bannière. Ça a un tout petit peu changé après le Covid, parce qu'on s'est aperçu que le mot souveraineté, qui était jusqu'alors repoussé loin dans les extrêmes, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, tout d'un coup, c'est un mot qu'on a commencé à comprendre et même à assumer un peu. On est très proche d'aller trouver maintenant le mot protection. Peut-être c'est un mot bientôt qui viendra. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a réussi à lever des fonds seulement après le Covid. Mais ce que nous réclamons, entre guillemets, c'est pas de la réclame, hein, vraiment, mais ça n'est pas de faire monter l'innovation française et européenne par les fonds d'investissement seulement, par la subvention seulement, mais principalement par la commande. C'est comme ça que les nations américaines, chinoises et russes, disons les choses, et toutes celles qui veulent travailler à une forme d'indépendance, c'est comme ça qu'elles sont devenues ce qu'elles sont. Si Elon Musk, la star que vous avez vu l'autre jour à Vivatech, le gourou, est devenu ce qu'il est, c'est parce que le gouvernement américain, l'État américain lui a commandé des fusées. C'est parce que voilà, tout devrait être nourri par la commande. Et nous, ce qu'on nous dit sans cesse, et on en a déjà discuté, c'est que l'Union européenne nous bloque beaucoup. Alors je ne sais pas pourquoi, moi ce n'est pas ma matière principale, mais je défends avec ferveur, et beaucoup d'entrepreneurs le font, à la fin. Vraiment ce sujet de la commande d'abord publique qui drainera la commande privée. Les pouvoirs publics doivent faire confiance, et s'ils le font aux entreprises françaises bien sûr, et si ça n'est pas suffisant de leur dire, il faut leur imposer. Merci Thomas, merci. Merci à vous. Maintenant parler de régulation, et nous allons aborder un paradoxe éthique et juridique. Demain, vous êtes dans une voiture autonome, un passage piéton est devant vous, un adolescent traverse, votre voiture ne peut pas freiner. Deux possibilités s'offrent à elle. Vous crachez dans un mur, épargnant la vie de l'adolescent en vous tuant sur le coup, ou écrasez l'adolescent en épargnant votre vie. Comment la voiture va faire ce calcul? La valeur de la vie humaine peut-elle être définie par un algorithme? Qui sera responsable aux yeux de la loi? Un autre exemple de bouleversement juridique dans les droits d'auteur, par exemple. Une IA générative crée une œuvre. Qui en sera le propriétaire? La boîte qui a créé l'IA ou l'homme qui a fait la requête? Il y a des milliers de nouvelles équations sur lesquelles la justice et le politique devront trancher. L'émergence de l'IA va impliquer des modifications substantielles de notre droit. Et donc nous accueillons Madame Laetitia Pouliken, directrice de NBIC Ethics, un think tank traitant de l'éthique des technologies auprès des institutions européennes, auteur de Femmes 2.0, Féminisme et transhumanisme, quel avenir pour la femme? Elle va nous décrire le bouleversement de nos systèmes juridiques à l'aune de l'IA. Merci, Madame la Présidente, pour votre invitation.
à commenter ces écueils de l'encadrement juridique au regard de l'éthique. Alors, je suis navrée, je n'avais pas prévu de répondre à toutes ces questions et je vais me focaliser sur ce qui s'est passé le mois passé à l'Union européenne. Voilà. Donc, et vous verrez qu'on y abordera, on y apportera un certain nombre d'éléments de réponse. La question, évidemment, de l'éthique est plus que pertinente, puisque dans les mois qui viennent de s'écouler, vous avez vu les GAFAM sommés par Biden de trouver des solutions aux problèmes éthiques. Vous avez vu, principalement au problème des LLM, mais pas, au-delà, il me semble. Bard de Google, qui est le chat GPT de Google, ne s'est pas lancé en Europe. Ce sont des éléments intéressants sur le plan géopolitique, me semble-t-il. Est-ce qu'un effet de ghettoisation du juridique européen, peut-être. Et par ailleurs, on voit donc Elon Musk qui propose d'appuyer sur le bouton pause de l'IA il y a 2 mois, et Xi Jinping qui rencontre Bill Gates il y a 3 jours. Voilà. Yuval Harari dit, donc l'auteur d'Homo sapiens, que vous connaissez bien, d'Homo Deus, pardon, parce que c'est vrai qu'il faut une update, dit dans un interview de la semaine dernière dans l'Économiste, l'IA a piraté le système d'exploitation de notre civilisation. Donc, comme on le voit, en fait, le sujet, et ça a déjà été amplement commenté, le sujet de l'encadrement juridique et éthique de l'IA est un sujet vraiment transversal, j'allais dire presque métapolitique, et certes, il faut l'envisager en tant que programme politique, mais aussi comme une proposition pour l'ensemble de nos populations. Alors, je voudrais faire 3 choses avec vous cet après-midi. 1, savoir ce que contient l'IA Act. Très brièvement parler du Data Act, donc les 2 réglementations. Vous avez parlé du pétrole que représentent les données, donc les 2 piliers que sont le règlement sur l'intelligence artificielle et la catégorisation en fonction du risque représenté de l'IA, et la notion des données qui seront mises à disposition dans certaines circonstances sur le plan commercial, sur le plan personnel et sur le plan gouvernemental. Alors, jeudi dernier, à la plénière, où vous avez été fort occupés, eh bien, le Parlement européen a adopté par 499 voix le règlement de l'IA Act. Aujourd'hui, le trilogue, donc la navette parlementaire entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen, a commencé. Il est fort probable qu'à horizon de la fin de l'année 2023, un accord soit trouvé. Et on peut donc considérer qu'on avance à marche forcée. Il a fallu 4 années pour adopter le RGPD, qu'il soit mis donc le règlement sur la protection des données. Il est fort probable que sur l'IA Act, le Data Act et la gouvernance des données, on trouve des accords beaucoup plus rapidement. Thierry Breton est aux manettes et on sent bien que la fin du mandat approche et qu'il a un objectif politique délibéré d'avancer très vite. Il y a effectivement toute la légitimité qu'a expliqué Laurent, de la légitimité technologique, de cette nécessité de cette voie européenne qui se présente comme une 3e voie entre le libéralisme effréné chinois, qui est toutefois contrôlé d'ailleurs, mais américain certainement, et puis la technophobie et le conservatisme qui nous conférerait en situation de vraies difficultés, voire de décroissance, eh bien, cette 3e voie européenne, moi, me semble particulièrement intéressante et j'aurais tendance à la défendre parce que, après tout, nous sommes défenseurs et inventeurs même des droits de l'homme. Donc l'IA Act consiste en des règles harmonisées sur l'intelligence artificielle où on classifie en 3 grandes catégories. La catégorie des IA interdites, la catégorie des IA haut risque et celle à risque minimal.
dans le 8000 amendements. Elle a fait l'objet de 8000 amendements. Il y a eu finalement 13 amendements de compromis. Je vous passe tous les détails, mais ce que l'on peut noter, en tout cas, c'est que le RN a déposé des amendements qui étaient tout à fait louables, tant en commission Libé et IMCO qu'au niveau de la plénière. Malheureusement, pas adopté, mais du 803 au 807, et j'étais preneuse. Voilà. Donc, ce qui a été ajouté là, donc, dans la version définitive, présentée au trilogue, hein, donc on s'entend bien, on peut encore faire des choses, tout n'est pas perdu, mais une introduction totale de l'IA pour la surveillance biométrique, reconnaissance des émotions, police prédictive, ex ante, post-saisie d'images, pour empêcher la discrimination sexe, race, origine ethnique, statut du citoyen, etc. Localisation, comportement criminel antérieur, et tout cela, récupération aveugle de données biométriques dans les réseaux sociaux, pardonnez-moi, ainsi que de séquences de vidéosurveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale. Tout ça me paraît tout à fait louable au regard de la violation des droits de l'homme. L'IA générative, comme ChatGPT, a été ajoutée parmi les IA à haut risque. Ça aussi, c'était un bon mouvement. Et comme Emmanuel Macron, pour une fois que je loue son action, à Vivatech l'a demandé, eh bien, effectivement, un besoin en formation est tout à fait crucial, et Laurent l'a largement dit. Il me semble que pour permettre ce contrôle démocratique des systèmes d'IA, il est important que nous mettions la gomme, la marche avant, et entre autres sur l'éducation. Voilà, ça fait 6 ans, une de mes amies et moi avons écrit un livre qui s'appelle IA et école. Bon, c'est resté lettre morte, manifestement. Et Macron parlait de 500 millions à Vivatech pour la formation. Donc, on est là aussi très loin du compte. Voilà. Et enfin, la création d'un office européen de l'intelligence artificielle. Alors là, un organe indépendant, est-ce qu'il se peut qu'un organe soit réellement indépendant ? Il a pour mission de soutenir, de conseiller, de coopérer avec les États membres à titre de surveillance et d'outils de sensibilisation du public pour savoir ce qui est bon, quels sont les risques et quelles sont les garanties que peuvent offrir ce règlement au regard des systèmes d'IA utilisés dans les États membres. Alors, le Parlement a donc approuvé cette initiative d'Ursula von der Leyen et de Thierry Breton, la considérant comme équilibrée et raisonnable. Ce vote de 499 voix est à mettre en balance avec 93 abstentions et 28 voix contre. Ces 93 abstentions sont intéressantes. On aura peut-être l'occasion d'en parler sur un plan politique, mais il est certain que ces 93 sont probablement ce que Laurent qualifierait de bioconservateurs. Et je ne sais pas très bien où je me situerai, je vous avoue, compte tenu du texte. Voilà pourquoi je passe au point suivant qui consiste à évoquer les recommandations que nous avions faites et que nous aimerions continuer de pouvoir faire, même dans cette phase de trilogue avec le Conseil et avec les représentations permanentes. Parce que encourager l'innovation est essentiel, mais elle ne doit pas se faire au détriment du contrôle humain et engendrer de ce fait ce que l'Europe avait essayé de contingenter, c'est-à-dire un libéralisme débridé. Les GAFAM parlent de Responsible AI, l'Union européenne parle de Trustworthy AI, donc de responsabilité, de confiance, de résilience. Ce sont des mots tiroirs qui ne veulent strictement rien dire. Et en tout cas, ça ne rassure pas les gens. Ça, c'est certain. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, dans cette chaîne de règlements, et là je vous en ai parlé de 3, donc gouvernance des données, le règlement sur les données et le règlement sur l'intelligence artificielle, il y a en fait une chaîne de règlements qui viennent, ou de directives qui viennent, et qui sont également importantes, et qui découlent de IA Act et Data Act. Ils en sont des fruits, si vous voulez.
Et en fait, on va parler donc de responsabilité civile. Vous parliez tout à l'heure du trolley paradox. Je ne sais plus, pardon, où est notre Aurélien. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est typiquement la directive sur la responsabilité civile qui est en refonte à l'heure actuelle va permettre de répondre à ce paradoxe qui est en fait qui n'existe pas dans la vie réelle, soit dit en passant. Par ailleurs, on va voir tous les sujets d'identité digitale. On va voir, et on en parlera avec l'Estonie tout à l'heure, on parlera aussi de la plateforme de données de santé qui a été bloquée fut un temps par la CNIL. Donc les initiatives de Macron sur la e-health platform a été bloquée par la CNIL. Et puis, on verra aussi un certain nombre de normes découlées donc de ces différents règlements qui, certains le craignent, pourraient ghettoiser l'Union européenne. Je pense, et je comprends très bien, et d'ailleurs les PME ont été exclues dans beaucoup d'articles concernant l'IA Act. Donc je pense qu'on a tout à fait conscience que le RGPD a été un poids excessif sur les PME. Cependant, et donc ça a été acté dans cette définition sur l'IA. Et il faut noter aussi que les sociétés de recherche, toutes les recherches en IA, et en particulier en open source, ne se voient pas l'objet de ce règlement. Donc ça, c'est un point intéressant aussi parce que ça veut dire qu'on a tout à fait conscience que la recherche doit avancer et ne peut pas être assujettie aux mêmes règles. Élaborer des normes, une déontologie et une éthique computationnelle, si on veut, ne suffit pas. Et la refonte du règlement IA Act est impossible aujourd'hui. Cependant, on peut y ajouter des éléments de souveraineté de l'homme. Alors, pas la souveraineté économique ni patriotique, qui est un corollaire, mais la souveraineté humaine sur la machine et sur les artefacts technologiques. Et ça semble encore possible. Donc, on fait face donc à un cadre législatif européen contraignant et très vaste, et la Commission veut avancer. Alors, voici des points saillants que je vous soumets. Je soumets à votre réflexion. On est dans une éthique plus pragmatique que ce qui a été évoqué auparavant. Et donc, je vous propose 8 points. Bref, les valeurs humaines. On passe son temps à l'Union européenne de parler des valeurs fondamentales de l'Union européenne. D'abord, c'est difficile de définir ce que c'est, vous serez d'accord avec moi, mais c'est encore plus criant dans ce règlement car on ne les a même pas définies. On ne sait même pas dire autre chose que les valeurs humaines, c'est la confiance, la transparence, l'explicabilité des systèmes d'IA. Or, en fait, ça, ce sont des indicateurs informatiques, ce ne sont pas des valeurs humaines. Et elles ne garantissent en rien les droits de l'homme, le respect de la dignité et de sa vulnérabilité. Donc, confiance, résilience, IA responsable, ça ne fait pas tomber les problèmes de fond. Deuxième élément, sur l'IA, on n'a pas de définition claire. C'est vrai qu'il est difficile de définir ce qu'est l'IA. On ne peut pas, en effet, faire une liste exhaustive des technologies utilisées pour l'intelligence artificielle, mais il faut faire cet effort de définition de ce que c'est, des implications que ça peut avoir sur nous en tant qu'êtres humains. Et ça n'a pas été fait en préambule malgré les propositions que nous avons faites dans ce texte. Ça me paraît tout à fait dommageable. En termes de technologies qui n'ont pas été listées non plus de système d'IA, on n'y trouve pas la vision artificielle, on n'y trouve pas l'identification de signature, on n'y trouve pas la mécatronique et la robotique. Or, tout le monde sait que la mécatronique et la robotique utilisent des systèmes d'IA majoritairement. On n'y définit pas ce que c'est qu'un biais. Or, quand on parle de données, on parle de biais. Voilà. Et on ne définit pas non plus ce que c'est que l'IA centrée sur l'humain, human-centric. Donc ça me paraît un peu chaotique de parler de grands principes sans avoir défini les fondements. La sémantique est importante pour le droit, pour l'éthique et pour le droit, l'esprit et la lettre. Reconnaître que tout recueil de données contient des biais. Ça me paraît essentiel. Effectivement, dans les systèmes d'IA qui sont utilisés dans la prise de décision automatique sur le plan judiciaire, bancaire, assurantiel,
que sais-je, eh bien, forcément, le système est nourri par des données qui sont, du fait même du recueil, biaisées. Et ça, c'est important parce que on va nous parler de discrimination, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut un contrôle humain a posteriori, une supervision humaine, et des points de contrôle sont possibles au moment dans le fil des décisions qui sont prises par des systèmes d'IA. Ça n'a pas été repris non plus, alors qu'on en avait déjà beaucoup parlé au Conseil de l'Europe et au Conseil économique et social. Quand on parle de données, on parle de tirer une photographie, en fait, de faire une photographie, de faire un aperçu de nos comportements, de faire des inférences, de donner du sens. Mais en fait, ça fait beaucoup plus que ça, des données. Ça plonge dans les profondeurs de la personne, dans les profondeurs de son histoire, de ses comportements, par-delà même ses transactions. C'est donc important. Il y a eu dernièrement, la semaine dernière, Amazon qui a interdit l'accès à une maison qui avait été totalement contrôlée par Connectic, parce qu'un livreur d'Amazon avait cru comprendre que le commentaire était raciste. Et donc Amazon appuie sur le bouton terminé, on n'en parle plus, le pauvre gars pendant une semaine n'a pas pu accéder à sa propriété privée quand on parle d'abus. Et donc en fait les comportements et les transactions et l'histoire de la personne dans les données doivent être contrôlés par le producteur et rappelés lorsque la vie privée et la propriété privée, l'intégrité de la personne a été atteinte. Un quatrième élément, c'est lever l'ambiguïté entre les systèmes d'IA et les êtres humains. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut être absolument catégorique. Il y a plusieurs moyens de le faire sur le plan de l'éthique computationnelle. Ce contrôle humain, par exemple, pourrait inclure des boutons d'arrêt. Vous vous rappellerez probablement de la fondation par Alain Bensoussan de l'association de défense des robots. Et là, ceci, pour lui, était un point bloquant sur le plan d'éthique personnelle. Il était impensable de ne pas considérer un robot comme une personne humaine, ou en tout cas comparable à une personnalité juridique ayant un statut particulier. Donc, le bouton d'arrêt, les contrôles à mi-parcours, l'étiquetage de toute décision automatisée prise par des systèmes d'IA. Et c'est là où, en fait, uniquement dans l'IA Act, ils ont uniquement inclus ChatGPT et les LLM d'une manière générale comme devant être étiquetés pour les produits, que ce soit de l'image ou du langage, comme étant générés par intelligence artificielle. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que cela. Et puis enfin, je pense qu'on devrait offrir une option de refus de traitement de nos données par intelligence artificielle. Et j'ai connu des députés européens qui en auraient été très friands, qui m'ont dit oui, en effet, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire. Donc, des mécanismes simples et transparents pour contester, pour rectifier les résultats d'une notation, d'un scoring, d'un profilage lors d'une décision d'allocation de crédit, par exemple, me paraît aussi important. L'étiquetage, ça pourrait aller par exemple, 3 types d'étiquetage selon le type de décision prise. Tout IA avec supervision humaine ou bien tout humain. Typiquement, aujourd'hui, pour accéder à vos comptes bancaires et à faire des transactions et parler à une personne humaine, ça devient compliqué. Voilà. Nous, en Belgique, en tout cas, on fait tout sur notre carte d'identité numérique et tout le bancaire, le médical, même le club de sport, tout passe par votre carte d'identité. Ça devient compliqué d'avoir effectivement une possibilité de sortir de ce système. Dernier élément, une charte contraignante, un code d'honneur, un code de déontologie pourrait être proposé aux développeurs et je pense que c'est quelque chose auquel ils aspirent. Tous les chercheurs auxquels je parle se disent inquiets de devoir coder la morale, de savoir déterminer ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, de pouvoir être éventuellement incriminé d'avoir créé une catastrophe, un cataclysme technologique, sans le vouloir, sans malveillance.
Et pour cela, réintégrer des sociologues, des philosophes, des personnels de santé mentale et physique, des théologiens, des anthropologues, dans l'évaluation régulière des applications des systèmes d'information en service, me paraissent nécessaires, et je l'avais proposé lors de la constitution du groupe d'éthique, d'experts de la Commission européenne au moment de la rédaction du guide d'éthique. Et nous n'avions pas été entendus sur 53 experts. 49 d'entre eux étaient liés à l'industrie. Alors j'ai beaucoup de respect pour l'industrie, mais personnellement, je ne suis pas qu'un consommateur, et je ne pense pas que vous le soyez non plus. Dernière idée, dernière ligne de force, création de droits numériques et de neurodroits. Il y a 2 professeurs de l'EPFL qui ont proposé de créer une possibilité de protection des droits de protection cognitive. Aujourd'hui, Laurent l'a mentionné tout à l'heure, les implants intracérébraux, et moi je vois beaucoup, et c'est pour ça que notre think tank s'appelle NBIC Ethics, je vois une vraie convergence entre l'utilisation de l'intelligence artificielle et des données avec tout ce qui touche à la biotech. Voilà. Et les implants intracérébraux touchent non seulement au nano, au cognitif, mais aussi à notre intégrité biologique. Voilà. Et donc ces nouveaux droits nous permettraient d'avoir une garantie contre la possibilité d'hacker notre personnalité mentale, de modifier en cas de traitement psychologique pour traiter la maladie mentale par exemple, de protéger l'accès à cette personnalité qui nous est propre et ainsi prendre la mesure et éventuellement créer un moratoire sur l'augmentation de l'homme. Je pense que ce débat n'a pas été assez évalué. En 2017, quand je me suis roulé les manches sur le sujet de l'intelligence artificielle, c'était pour une raison toute simple. C'était les règles de droit civil de la robotique et de l'intelligence artificielle. C'était un rapport d'une socialiste luxembourgeoise, Madi Delvaux, qui avait inventé 3 mauvaises idées. 1, il faut créer une personnalité juridique pour les robots autonomes. Okay. 2, il faut le revenu universel. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et 3, le transhumanisme transpirait dans tout le texte au sens où, quand elle parlait de santé, elle parlait de santé améliorative ou augmentative, comme on veut. Mais donc, c'était un état de fait dans ce rapport. Et moi, je pense qu'il est important aujourd'hui que le politique se saisisse pour définir ce qui est acceptable moralement ou non, et de savoir si l'on veut aller vers le transhumanisme, c'est-à-dire des populations à plusieurs vitesses, plusieurs catégories de personnes. On parlait des sachants tout à l'heure. Là, ce ne sera pas les sachants et les non-sachants. Ce sera tout un éventail de compétences qui se percuteront, si vous voulez, du fait des biotech à visée améliorative. Alors, des avancées techniques, et j'ai fini, des avancées techniques rassurantes sur le plan éthique. L'exemple estonien dont monsieur va vous parler tout à l'heure, avec la gestion de la santé, de la justice, de l'administratif, des mouvements géographiques, de l'emploi, des crédits, du scrutin électoral, etc., géré par e-Estonia, apporte des garanties techniques comme la blockchain, par exemple, et des conditions contractuelles qui me semblent respectueuses du citoyen. C'est donc que c'est possible. Un autre élément, c'est que le cloud souverain est en train de devenir une réalité en Europe sur le plan technique et des solutions sont en train d'émerger. Je pense en effet à Microsoft avec Capgemini, le partenariat avec Capgemini et Orange. Ça, c'est pour des clouds nationaux au sein même des États membres, mais aussi au niveau européen, et ça vient d'être signé avec la Commission européenne, un accord vient d'être signé avec la Commission, avec Oracle, la société Oracle. Alors vous me direz, ce sont 2 sociétés américaines, on est d'accord, mais si ça permet tout de même de tirer parti de leurs 40 années, ça fait 40 ans qu'Oracle, par exemple, existe et 60 ans pour Microsoft, de tirer parti de leur solidité technique pour mettre nos données en silo,
je pense que ça vaut le coup d'adopter une approche pragmatique. Voilà. Après, il y a Web3 qui sort, des coffres-forts personnels, des portefeuilles de crypto-monnaies qui permettraient au LLM de ne pas accéder à nos données. Donc voilà, tout ça pour dire que sur le plan technique, il y a des bonnes choses, des chercheurs qui cherchent, qui aspirent à un cadre éthique, et je pense qu'il est vraiment important de l'entendre, qui nous mettent en garde aussi sur les grosses difficultés et les fantasmes de l'IA. L'anonymisation des données, par exemple, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut, des fantasmes sur lesquels il faut arrêter, mais des solutions pratiques sont possibles. Voilà. Donc, vous avez un rôle important à jouer, il est certain. Vous avez l'habitude de pousser de sérieux coups de gueule en plénière, comme la semaine dernière, au sujet du trafic d'êtres humains et la gestation pour autrui, et je vous salue pour cela, et je vous en remercie. Voilà. Donc, soyons au clair, ce qui fait la différence entre l'être humain et la machine. L'être humain n'est pas un consommateur, l'être humain n'est pas une machine, l'être humain n'est pas un robot, l'être humain n'est pas un animal, n'est pas un élément inanimé. Dans notre culture, ça ne marche pas. Peut-être chez les Asiatiques, ça marche, et on pourrait en parler parce que le shintoïsme offre d'autres possibilités. Mais voilà, ne laissons pas le juridique prendre la main sur ce qui nous définit. Nous sommes des êtres de relation, d'honneur, de solidarité et de don, et restons-le avec la technologie. Merci.